Popeux, bien le bonjour, ou plutôt bien le bonsoir si on en juge par l'heure à laquelle nous enregistrons cette émission sur Campus Grenoble 90.8 pour votre émission Pop en Stock France, le 17e numéro déjà mes enfants, c'est que ça passe hein. Et on est là pour vous détendre un petit peu, on en a bien besoin en ces temps troublés. Ma foi, on est parti pour parler de culture pop, on va quand même parler d'angoisse, hein, on va rester dans la thématique, un autre type d'angoisse car nous allons parler zombies notamment. Avec une plateforme qui n'a pas été encore étudiée dans cette émission, qui n'a pas été questionnée par nos soins. Nous allons parler jeux vidéo et on aime bien. Jonathan Fruoco aime bien, n'est-ce pas ? Oui, toujours, oui. Eh oui, surtout la saga dont nous allons parler, puisqu'il s'agit bien sûr de Resident Evil. Alors, je vous préviens tout de suite, il est fort probable qu'on prononce tous dans l'émission Resident Evil, parce que moi, perso, j'aurais la flemme de faire l'accent à chaque fois. Moi aussi. Donc voilà, hein, autant prévenir. C'est une déformation on va dire, de notre jeunesse, quand c'était toujours prononcé comme ça, et voilà. C'est exactement ça. Et cette émission est aussi une première pour notre invitée je tiens à le préciser, Fanny Baridon. Bonsoir. Bonsoir à toi, tu es rédactrice web et tu es une collègue, pour ainsi dire, puisque tu travailles sur RMG. Et tu animes une émission web consacrée aux jeux vidéo en grande partie qui s'appelle RMG Gaming. C'est ça, oui. Enfin, en grande partie, en très très grande partie, on va dire. Très très grande partie. Donc, on vous invite franchement à aller écouter ça hein, sur la plateforme Podcast France, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Voilà. C'est ça. On vous mettra le lien de toute façon sur la page Facebook de l'émission, que si vous êtes des fidèles, vous la connaissez. Donc, Pop en Stock France, évidemment. N'oubliez pas qu'on a un compte Twitter également, Stock France, ainsi qu'une chaîne YouTube du même nom. Vous pouvez nous retrouver donc par plein de biais différents et vous êtes toujours au rendez-vous depuis maintenant plus d'1 an et ça nous ferait très plaisir. Et ben c'est l'occasion de parler de Resident Evil, une saga qui nous a tous marqués, qui a eu ses hauts, ses bas et on va attaquer sans préambule avec le petit jingle qui va bien forcément. Resident Evil. Et voilà, c'est déjà un coup à se mettre bien la flip. Eh ben, il y en a à dire sur Resident Evil. Donc, oui. Jonathan et Fanny, j'ai envie de dire, je vais vous laisser discuter pour le moment, parce qu'il faut qu'on recontextualise les choses avec un monsieur qui s'appelle Mikami, n'est-ce pas ? Shinji Mikami. Et donc évoquer les origines de la saga, tout ça. Allez, c'est parti. Peut-être dire 2-3 mots déjà sur les avant de rentrer dans les détails du jeu lui-même, parce que la première partie va être sur Resident Evil, le premier, qui est... il est souvent vendu comme le premier survival horror du monde du jeu vidéo, mais c'est parce qu'il définit les bases et les règles du genre, mais il y en avait quand même eu un avant. Il était déjà précédé par Alone in the Dark. Oui, ne l'oublions pas. Voilà, production française. Frédéric Reynal par Infogrames en 92. Mais il y a surtout un autre jeu qui donc précède encore une fois Resident Evil, qui est sorti en 89. C'est une production Capcom et c'est Sweet Home qui sort sur Famicom à l'époque, donc la NES, et qui était lui-même un RPG horrifique, donc réalisé par Kiyoshi Kurosawa. Et Sweet Home mettait donc en place déjà certains des mécanismes qu'on retrouve dans Resident Evil, notamment la cinématique à l'ouverture des portes, les notes permettant de reconstruire soi-même l'histoire du jeu, l'inventaire limité, etc. Et c'est vrai que c'est Alone in the Dark qui va donner la suite des bases en fait de Resident Evil, comme l'importance des énigmes, l'utilisation des décors en 3D précalculés, qui permet de placer la caméra à un endroit fixe et qui renforce le stress puisqu'on joue avec le hors-champ. Voilà, et d'ailleurs, c'est bien de préciser également que Mikami a reconnu l'influence officiellement de manière assez tardive, il est vrai. Très tardivement, oui. Jusque-là, c'est pas qu'il le niait, mais il n'en parlait pas. Et là, il a fait... Je crois qu'il en a parlé lors d'une interview et il l'a dit aussi sur Twitter. C'est ça. Et là, c'est vrai qu'on ne peut que vous conseiller tout de même un livre qui s'appelle Des zombies et des hommes, donc Resident Evil avec le sous-titre Des zombies et des hommes, qui est sorti chez Ferd Edition et qui, franchement,
est excellent en termes de documentation sur la saga. Jonathan et moi, nous l'avons lu et on peut témoigner que c'est excellent. Ça reprend tout de A à Z, pour ainsi dire, sur la saga. Notamment un chapitre génial sur l'histoire même de Resident Evil, pas l'histoire du jeu, mais l'histoire à l'intérieur même de la diégèse, reprise donc, du début à la fin, parce que vous savez que la chronologie n'est pas souvent évidente à suivre. C'est un peu bordélique. Et là, ça remet tout en ordre et c'est plutôt agréable à lire. Pas souvent facile à lire et pas souvent respecté aussi. Effectivement, là, ils ont fait des choix, les auteurs, justement, pour remettre tout ça de manière cohérente. Mais c'est très sympathique. Je ne l'ai pas lu moi-même, mais on vient de me le prêter. Et croyez-moi que d'ici 2 jours, je peux vous en faire un super compte-rendu. Eh ben, avec plaisir. Avec plaisir, on te réinvitera juste pour ça, écoute. Et justement, Fanny, donc tu es une gameuse assumée, et ça, c'est quand même génial. Tu es une fan de ce genre de saga, et c'est génial également. J'adore les jeux de survival horror en général, et même les jeux horrifiques, sans qu'il y ait... particulièrement d'aspect survival derrière, effectivement. Ouais, et en fait, avec la saga Resident Evil, au tout départ, on est en plein dans la fin des 90s, puisque Resident Evil, le premier, est sorti en 96, et c'était déjà une petite révolution pour l'époque. C'était une très belle révolution, avec justement ces décors précalculés, et ces décors qui, justement, rendaient une ambiance très pesante, et en même temps très fluide. Voilà, exactement. À l'exception de ces fameux passages de porte, mais il faut quand même se remettre à l'époque, c'était quand même assez fou de ne pas avoir de gros temps de chargement comme ça. Même maintenant, on a du mal à faire des jeux sans temps de chargement. C'était surtout utilisé aussi pour justement camoufler les temps de chargement. Exactement, c'est ça. Ça. Et je crois d'ailleurs que c'est une idée de Mikami lui-même à la base. C'est repris de Sweet Home, je crois. Ouais. Et d'ailleurs, il faut préciser que la cinématique d'intro de Resident Evil, qui est très célèbre et qui très mettait kitsch. déjà très kitsch, la toute première, parce qu'elle a été refaite depuis. Et c'était filmé par Mikami lui-même avec des acteurs à la amateurs, One Again, avec ses propres deniers, donc filmé à l'arrache en noir et blanc. Mais en fait, si vous regardez, elle se retrouve sur YouTube. Clément me l'a envoyé l'autre fois. Et effectivement, en fait, sur le moment, quand on avait vu ça à l'époque, on disait waouh, c'est super. Et maintenant, quand on regarde, c'est moche, quoi. C'est pas bien, quoi. Les acteurs sont mauvais, c'est dingue, quoi. Oui, j'ai vraiment le souvenir de Chris et de l'acteur qui faisait Chris, voire même Wesker. Avec cette coupe de cheveux complètement débile. Ah oui. Parce que autant ça marche bien dans le jeu vidéo, autant là, pour le coup, moins, quoi. Alors peut-être rappeler les éléments de base pour les gens qui ne connaîtraient pas du tout la saga. Alors comme on l'a dit, le scénar est quand même assez compliqué au fil des jeux, il va se complexifier au fil des jeux, mais en gros vous êtes membre d'une équipe, donc je parle du premier opus, vous êtes membre d'une équipe de services spéciaux, les Stars, les Stars, et vous êtes envoyé sur le lieu d'événements assez strange qui viennent de se passer dans un manoir. Il y a de plus en plus de morts qui sont visiblement mangés. Voilà. Donc, on envoie des gens pour enquêter. Jusqu'à tomber sur ce fameux premier zombie, le tout premier zombie que vous croisez, avec une cinématique aussi très célèbre, avec incroyable, ce zombie qui se retourne, voilà. Et c'est l'occasion, justement, pour parler des mécanismes du gameplay. Parce que dans le premier, vous êtes dans un huis clos, finalement. Un grand huis clos, puisque c'est tout un manoir avec des égouts, avec tout un... Avec des toits, avec... un laboratoire. Oui, exactement. En sous-sol, ouais. Et en fait, ce jeu, et puis cette saga par la suite, mais on va le voir, elle a connu beaucoup d'évolutions. Ce jeu, donc, était quand même une petite révolution à son époque, on l'a dit, parce que déjà, il corrobore une conviction que j'ai, c'est-à-dire que les jeux vidéo et le cinéma n'ont jamais été frères ennemis, ils ont toujours été cousins. Et là, pour Resident Evil, c'est carrément attesté, puisqu'il y a vraiment des mécaniques qui sont cinématographiques, avec des angles de caméra très particuliers, des travelling très particuliers qui ont fait l'identité du jeu, et justement une mécanique de jeu qui pousse le joueur en fait dans ses derniers retranchements, puisque tout l'intérêt de Resident Evil, c'est que vous savez pas ce qui va vous tomber sur l'orable dans un coin de couloir, en fait. Et je trouve que du coup, ces positionnements de caméra, c'est un peu mettre le cinéma au service du jeu vidéo. Exactement. C'est vraiment utiliser les outils qu'on a en cinéma pour créer l'angoisse et pour créer la sensation d'impuissance et de faiblesse qui sert le jeu vidéo. Et du coup, je trouve que justement, c'est un très bel exemple de jeu vidéo qui s'inspire un peu du cinéma et qui prend les bonnes choses
dans le ciné. C'est vrai que l'influence principale, c'est évidemment au cinéma Georges Romero, surtout quand on parle de zombies, et je pense que Mikami ne l'a jamais vraiment caché, mais en fait, dans le cas de Resident Evil 1, effectivement, toute la dimension cinématographique du truc vient justement de cette mise en scène, et c'était rare à l'époque. On a une époque quand même assez cruciale dans le monde du jeu vidéo, dans l'histoire, puisque on est sur les premières générations de consoles assez puissantes pour permettre de la 3D, on est sur la mue des consoles, donc on passe de quelque chose qui était très enfantin jusqu'à maintenant, même si on avait des jeux assez horrifiques déjà, vers quelque chose de beaucoup plus adulte. Là, sur PlayStation, on a Metal Gear Solid 1 qui débarque, on a ce genre de jeu, on a Resident Evil, on va avoir des Silent Hill peu de temps après, donc c'est une nouvelle période, c'est quelque chose déjà de plus adulte. Et la mise en scène de Mikami sur ce jeu-là va permettre de pallier les limites techniques de la console. Les décors en 3D précalculés, pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas se permettre des décors en 3D temps réel. Le personnage est en 3D temps réel, si je ne dis pas de bêtises, mais c'est très limité, tant au niveau des déplacements, tout ça. Et en fait, justement, pour pouvoir guider le joueur dans des situations qui vont faire peur, on croit qu'on a une certaine liberté de mouvement, mais en fait, tout est guidé de façon à ce qu'on aille au moment idéal, au moment clé. Par exemple, Mikami se disait comment empêcher les gens de monter les escaliers dans le manoir dès qu'on arrive. On a envie d'aller là-haut. Il dit, on va faire tirer un coup de feu, machin, qui force les gens à aller voir. Donc, quoi qu'il arrive, on pense avoir la liberté, mais finalement, elle est toujours dirigée par Mikami. Oui, et ça sans vraiment avoir l'impression d'être dans un couloir. Parce que beaucoup de reproches ont été faits à ce genre de jeu à propos de la linéarité de l'action, etc. Sauf qu'il faut aussi se dire que il y a linéaire et linéaire. Eux, ils arrivent à bien le rendre, surtout dans notamment dans le 1, où il y a vraiment cette progression, et c'était quelque chose qui n'était pas spécialement fait avant. Non, le fait vrai, d'aller chercher tel objet, revenir, etc., le tout. Ouais. En plus, je crois qu'il y avait des ennemis qui ripopaient comme ça, donc histoire de bien te foutre un petit peu Ils nous laissaient le temps de nous habituer au lieu, en fait, et c'est ça qui est le plus inquiétant. Parce qu'au début, on a peur du hors-champ, et on a peur tout le long du hors-champ, mais on s'habitue petit à petit au truc, et qui nous mène au jumpscare, la scène la plus connue étant l'arrivée du chien par la fenêtre. Ouais, ah oui, sûr. Alors ça c'était atroce. Elle a dû foutre des crises cardiaques à une génération de joueurs, celle-là. Et c'est justement l'occasion de rappeler que s'il y a bien un mot, à mon avis, qui peut qualifier Shinji Mikami, c'est celui de perfectionniste. J'irais même jusqu'à dire casse-couille, même si l'on en croit. Non, mais tous les grands artistes le sont. Mais oui, tout à fait. Oui. Non, mais c'est pas un reproche. Pour moi, c'est une qualité d'être casse-couille quand c'est bien orienté. Ouais. Mais effectivement, c'était un perfectionniste qui n'hésitait pas à aller au contact de ses équipes, au choc frontal avec ses équipes pour aller là où il voulait aller. Et le côté légendaire de ce jeu, je crois qu'il tient en la personne de Mikami et en son influence. Et on verra que l'influence de Mikami, elle va petit à petit s'estomper au fil des jeux. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose ? On va en parler. Mais il faut aussi rappeler, je pense, qu'on a quand même connu une console, donc avec la PlayStation, qui a eu un catalogue assez légendaire et des mécanismes de jeu assez légendaires. Parce que même si ce jeu a fait, donc on parle de Resident Evil évidemment, même si ce jeu a fait date dans l'histoire, les joueurs, et tu l'as un peu dit Fanny, lui ont fait certains reproches, à savoir par exemple sa rigidité. Parce que c'est vrai que quand on rejoue au premier Resident Evil maintenant, les personnages ont, excusez-moi, un balai dans le cul. Mais Mikami était lui-même très critique de ça. Hein. Ouais. Il était conscient des imperfections du jeu. C'est ce que j'allais dire. Et puis j'allais dire, avec une PS1, va les rendre plus... C'est ça. Non, mais... Tu regardes même ne serait-ce que Tomb Raider qui est sorti quelques temps après ou avant alors là, non, mais même le 3 qui est sorti bien après, le 3 qui est sorti bien après, Lara est toujours hyper rigide et je pense que c'est une des limitations de la console. Et que maintenant on peut rejouer avec les versions avec les remasterisées. Et... On a des mécaniques de jeu qui ont été apportées, notamment la possibilité de se retourner à 180 degrés instantanément, voilà. Mais ça change pas grand chose sinon. Sachant quand même que pour avoir joué donc au remake du premier sur la PS4, le côté rigide il est quand même toujours là, il a été conservé. Et d'ailleurs ça a été une critique en disant mais vous auriez pu au moins améliorer ça. J'aurais tendance à dire oui et non parce que justement ça fait partie de l'identité. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'était vraiment pertinent à ce moment-là? Surtout que la rigidité, c'est pas non plus quelque chose qui va en dehors de vraiment la diégèse ou même le jeu en général. Le jeu
respire la rigidité quelque part aussi. Surtout dans le 2 où on commence, dans le 2 on est dans Raccoon City, donc avec l'invasion zombie, et où on a les personnages qui commencent à ralentir, à marcher moins vite et à être encore plus difficile à manœuvrer quand ils sont blessés. Ce qui fait que quand on est poursuivi par des zombies, ça rend le tout beaucoup plus angoissant. Donc la rigidité du truc, le fait par exemple de ne pas pouvoir tirer en se déplaçant, renforce encore plus l'angoisse du truc, parce que du coup on voit les ennemis avancer petit à petit et nous on est encore en train de viser par angle de 45 degrés systématiquement pour essayer de les avoir, et c'est très difficile. C'est très difficile, et ne serait-ce que par exemple la sensation de pouvoir tient beaucoup à ce genre de choses, de pouvoir faire exactement ce qu'on veut quand on veut. C'est ça. Et sauf que là, on nous a un peu dépossédés justement de ça, comme ces personnages qui sont dépossédés dans une maison dont ils ne connaissent rien et qui est sérieusement flippante, hein, je peux le dire. Et c'est complètement ça, d'autant que je pense que maintenant... Alors, je suis pas forcément pour dire oui, les jeux vidéo c'était mieux avant. Non, on a eu aussi nos merdes. Hein, il faut quand même être honnête. Mais je m'adresse en particulier aux plus jeunes d'entre vous, peut-être, qui n'auraient pas connu ce type de jeu-là. Il faut bien reconnaître, il faut bien que vous ayez conscience, et ça Mikami l'a complètement assumé et complètement défendu, le fait que si vous vous amusez à blaster toutes vos balles sur le premier zombie que vous voyez, vous allez vous retrouver dans une merde. Mais alors surtout que le premier zombie c'est Barry qui le bute, donc du coup, oui. Oui. Non mais oui, en plus. Mais techniquement le jeu n'est pas pensé, le jeu est pensé dans des mécaniques de fuite. Le jeu est clairement pensé pour que vous soyez en danger, et quelque part c'est relativement, si on exclut le fait que vous êtes attaqué par des zombies, c'est relativement réaliste dans le sens où quand vous êtes en danger, il y a un moment où il faut peut-être penser à sauver vos fesses aussi. Hein. Oui, et puis justement, ne serait-ce que dans tout le game design et tout le level design aussi est pensé pour la fuite et pensé pour la peur de la fuite. Exactement. Parce que si tu es dans une grande pièce et qu'il y a un zombie qui te court après, easy, il n'y a pas de problème, surtout qu'ils sont plutôt lents. Oui, au début. En tout cas, oui. Voilà, au début. Et là, tu es dans des toutes petites pièces où tu sais que le zombie est juste à tendre la main, ce qui lui prendra à peu près 2 secondes. Et c'est bon, il peut t'attraper. Et du coup, c'est vrai que j'ai des souvenirs de revenir dans les stages précédents, dans les salles précédentes avec une trouille, en me disant c'est pas grave, enfin c'est mort là, je vais me faire attraper. Alors, c'est cool parce que du coup tu viens d'aborder une autre mécanique du gameplay qui est celle des coffres et des allers-retours. Alors Resident Evil 0 va introduire pour la première fois, donc Resident Evil 0, si je ne dis pas de bêtises, c'est 2002. Il va introduire pour la première fois sur GameCube un truc de fou qui est les coffres communicants. C'est-à-dire que vous allez diriger 2 personnages et vous allez être obligé de passer de l'un à l'autre et de vous arranger parce que les inventaires à la Resident Evil 5, au départ, il ne faut pas y penser. Hein. Les inventaires infinis où vous stockez tout ce que vous voulez, ça n'existe pas dans les premiers Resident Evil. Hein. Vous avez vraiment une limitation de place qui vous pousse à des choix cornéliens. Est-ce que je sauvegarde ou est-ce que je me soigne? Est-ce que je prends des balles? Oui, merci de le repréciser, les sauvegardes. Au départ, oubliez le disque dur de votre console, hein, ça n'existe pas. On était sur support CD, et qui plus est, il y avait une mécanique de jeu qui faisait qu'il fallait avoir les items pour sauvegarder, et que vos items, ils étaient comptés. Voilà. Donc vraiment, ça, c'est des mécanismes qui ont été mis de côté aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire. On aime ou on n'aime pas. Encore une fois, on en parlera un tout petit peu plus tard dans cette émission. Mais il y a vraiment un côté survie pure et simple, et stratégie. Est-ce que je vais sauver mes fesses ou est-ce que je vais gestion, tout à fait. Surtout quand on a 2 personnages qui ont, dans Resident Evil 0, c'est le cas, mais qui ont des capacités différentes et qui ont vraiment une valeur ajoutée chacun. Et du coup, c'est à qui est-ce qu'on va donner ci, est-ce qu'on va donner ça, faut se laisser est-ce du qu'il faut matos pour pouvoir soigner celui-là ou pas. Non seulement il faut se laisser du matos, mais il faut ouvrir les mirettes en permanence, parce que l'objet dont vous avez besoin peut-être dans la pièce juste à côté de vous. Je pense par exemple à une scène de Resident Evil 0 où vous devez vous grouiller au tout début d'activer le train, je crois, et en fait il vous faut la carte du capitaine. La carte du capitaine, elle est dans la pièce où vous êtes, et si vous ne l'avez pas, vous retapez tout le niveau pour rien, d'autant que vous avez un timer. Donc ça aussi, ça participe au stress. Voilà, donc oui, je crois vraiment qu'on est dans des mécaniques de jeu qui sont historiques vraiment. Mais qui sont poussées à bout aussi. Justement, tu as mentionné le perfectionnisme de Mikami. Je veux dire, c'est tout des trucs qu'il a poussé et qu'il a travaillé encore et encore et encore jusqu'à réussir à avoir quelque chose qui fonctionnait le mieux possible. Exactement. Dans l'optique du jeu, du gameplay, et de faire peur. Sur Resident Evil 1, donc Mikami était réalisateur du jeu. À partir de là, il passe producteur du jeu, des suites.
Resident Evil 2, c'est. Alors je cherche le nom. Hideki Kamiya qui est réalisateur du truc. Ça se passe très mal entre Kamiya et Mikami. Et Mikami ne reconnaît pas le jeu qui est en train d'être développé comme une suite à son jeu à lui, et au bout d'un an et demi de jeu, il annonce que le jeu Resident Evil 2 est fini à 65% et qu'on fout tout à la poubelle et qu'on recommence à zéro, ce qui donne le Resident Evil 1.5. Mais ça vous montre finalement l'obsession du bonhomme pour le moindre détail, quoi. On n'a pas ce genre de truc dans d'autres jeux vidéo qui sont produits à la chaîne comme aujourd'hui vous en avez. Il y a 6 jeux d'une série qui sortent en 3 ans. À l'époque ça prenait du temps, c'est des trucs qu'on retrouve que chez des créateurs comme Mikami ou Hideo Kojima. Une sortie de jeu, c'était important. Oui. Il y avait les conférences de presse, il y avait la communication, il y avait vraiment... Maintenant, il y a encore de la communication, mais on va dire que les développeurs, que les réalisateurs, etc., sont beaucoup moins mis en avant et sont beaucoup moins attachés à leur projet, parce que dès que c'est fini, ils passent tout de suite au prochain, ou alors ils passent dans une autre équipe qui est déjà en train de réaliser un autre jeu. C'est ça. Mais c'était déjà dans une moindre mesure le cas en fait à l'époque, parce que c'est vrai que Mikami, avant qu'on lui file le projet Resident Evil comme suite de Sweet Home, il passait d'un jeu Disney à l'autre adapté pour Konami, machin. Il savait pas vraiment Capcom, pardon. Il savait pas exactement ce qu'il était censé faire. Il passait d'un jeu à il faisait un Aladdin, il passait c'était aussi à la chaîne un peu. Mais c'est vrai que c'est à partir du moment où on lui donne la chance finalement d'être un créateur, un artiste à temps complet, que là il impose sa marque, et, tu vois, et on retrouve la patte derrière de Mikami dans les autres jeux. Et puis tu l'as quand même vaguement évoqué là, c'était la patte Capcom tout simplement, qui a quand même été dans les années 90 auteur de légendes du jeu vidéo, aussi dans un autre style, Street Fighter, Megaman, voilà, toutes ces sagas qui ont fait leur renommée jusqu'à arriver donc à notre sujet. Je voulais quand même mentionner, parce que du coup on l'a dit, chaque jeu de la saga a une identité propre, tout particulièrement quand Mikami est aux manettes ou plus ou moins aux manettes. Il faut mentionner le 3 aussi, évidemment, Nemesis, qui a cette originalité de gameplay que justement le boss final vous traque durant tout le jeu. C'est d'ailleurs la force principale de Resident Evil 3. Moi je me souviens de rien d'autre sur Resident Evil 3, à part le fait qu'il se passe en parallèle de Resident Evil 2, ce qui était déjà pas mal intéressant, et le fait d'être poursuivi par Nemesis tout le long. Oui, et puis je pense qu'on a tous cette espèce, la musique quand il approche, etc. Et puis ce hurlement de Stars à chaque fois quand il arrive, il charge. Mais si, Resident Evil 3 a quand même offert des nouveautés dans le gameplay pour pouvoir échapper plus facilement. Oui. Mais c'est parce que c'était pas le même type de jeu non plus. C'était... Mais justement, c'est vraiment, il y a vraiment, à mon avis, au-delà de tout aspect marketing qui existe forcément, il y a vraiment une envie de Mikami et de ses collaborateurs d'offrir une expérience absolument unique, à mon avis, aux joueurs. Alors, j'ai pas fait Code Veronica personnellement. Moi, je l'ai fait sur Dreamcast. Du coup, qu'est-ce que... C'était formidable. Code Veronica, j'ai de super bons souvenirs de Code Veronica. Capcom a attendu que la console soit largement installée dans les maisons de tout le monde pour lancer le truc. Ils ont énormément de problèmes techniques de programmation nécessitant l'aide des équipes de Sega. Donc le jeu, c'est vrai qu'il a été reporté à plusieurs reprises. C'était très laborieux pour le sortir. Donc en 2000. En 2000. Mais enfin, pour Mikami et Code Veronica, ça reste le vrai Resident Evil 2. Donc il y a vraiment toute une histoire, des bruits de couloir, des légendes de bureau pour chaque jeu de la saga. Encore une fois, allez lire le bouquin dont on vous a parlé, ça vaut vraiment le coup. Ce que je vous propose, parce que malheureusement le temps file, ce que je vous propose, c'est de faire une première pause musicale. Comme d'habitude, vous savez, thématique, forcément, on ne pouvait pas ne pas mettre The Cranberries avec Zombie. Allez, c'est parti, à tout à l'heure.
I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered you. Freeze! I said freeze! Ah, que je revois la scène. J'ai presque envie d'appuyer sur carré là. Enfin, si vous jouez sur PS2 évidemment. Mais vous êtes toujours sur le 90.8 Campus Grenoble pour Pop en Stock France avec une émission Resident Evil qui ma foi roule fort bien. On se fait plaisir et j'ai envie de dire c'est ça l'essentiel. Je vous ai parlé de Resident Evil, des zombies et des hommes. Nous allons peut-être citer les auteurs. Ils sont 3. Ça leur fera plaisir si jamais ils devaient tomber sur le podcast. Il s'agit de Nicolas Coursier, Mehdi El Kanafi et Bruno Provessa avec une préface s'il vous plaît du réalisateur de Rec. Soi-même tout de même, hein, Balguero, donc franchement ça vaut le coup et j'ai envie de dire il y a du guest avec un joli symbole d'Umbrella en relief sur la couverture, Umbrella étant la société un peu démoniaque, ombrageuse qui nous met tout le bordel dans les Resident Evil avec les zombies et autres créatures à la One Again. Et le petit extrait que vous avez entendu fait partie de ce que Jonathan et moi nous considérons comme notre chouchou dans la saga Resident Evil. Beaucoup de monde. Hein. Beaucoup de monde, il a été très apprécié. Il a été aussi déprécié pour diverses raisons, mais franchement, voilà, pour moi, ça fait partie des meilleurs. Il s'agit de Resident Evil 4 parce que là, nous allons aborder une partie qui serait consacrée donc au renouveau, voilà, et aux générations qui jalonnent le gameplay, le scénario, bref, les jeux Resident Evil. Et le 4 en fait partie. Le 1 avait son propre style et le 4 va vraiment avoir un style très différent. Jonathan, tu veux peut-être commencer à... Disons que le Resident Evil 4, c'est une nouvelle ère déjà pour les jeux Resident Evil, étant donné il fait partie de l'accord historique entre Capcom et Nintendo et de l'annonce donc du projet Capcom 5 jeux Capcom sous la supervision de Shinji Mikami sortant en exclusivité sur GameCube. Donc c'était la première fois qu'on avait des jeux qui sortaient en exclusivité sur autre chose qu'une console Sony. Resident Evil 4, donc très difficile à monter aussi, toujours avec Mikami un peu chiant. 5 montures différentes du jeu, 4 reprises à zéro. À l'origine, Kamiya bossait sur le jeu aussi. Il est remplacé par Hiroshi Shibata qui est chargé des décors sur Resident Evil 3. Et donc le troisième essai de Resident Evil 4, appelé le Hookman version, voit apparaître par exemple la caméra derrière l'épaule de Léon. Les premières versions proposent aussi un Léon infecté, hallucinant. On a une nouvelle monture qui était perdue et oubliée. Mikami craque, démissionne de son poste de producteur et prend la tête du projet en tant que réalisateur. Et de toute évidence, il y a un avant et après Resident Evil 1 et il y a eu un avant et un après Resident Evil 4 dans la saga qui devient le père des third-person shooters modernes. Tu dis dans la saga, mais justement, oui, c'est dans la saga et dans les TPS modernes avec justement, comme tu disais, cette caméra à l'épaule. Et je me permets de rappeler donc que nous sommes en 2005 au moment où Resident Evil 4 débarque et donc on l'a dit, c'est une petite révolution dans son style parce que Mikami est encore là et il a mis sa patte, même si le jeu est effectivement beaucoup plus orienté action que ne l'étaient les autres. On a eu cette évolution action petit à petit en fait. Tout à fait. On garde notamment, par exemple pour les sauvegardes, les machines à écrire. Les rubans encreurs disparaissent en revanche. Alléluia. Alléluia ou pas, tout dépend. Les puristes te diront que c'est dommage. Oui, mais c'est sûr. Après, on aime ou on n'aime pas effectivement, mais de fait, les rubans encreurs disparaissent. Le marchand fait son apparition avec un personnage mystérieux et infameux Welcome Stranger, qui va rester aussi dans les mémoires. D'ailleurs, j'ai découvert en y rejouant, le remake PS4 est absolument délicieux à refaire si vous avez l'occasion. J'ai découvert que on pouvait... C'était accidentel, je le jure, on pouvait tuer le marchand. J'ai pas fait exprès. Je me battais à la grenade dans un couloir assez étroit et il se trouve que le marchand avait son stand à côté. Et quand j'ai voulu me retourner pour l'acheter des systèmes, il était mort. C'était pas le bon endroit pour vendre des churros. Exactement. C'est ça. Bon, donc je vous le dis, on peut tuer le marchand. Je sais pas si ça a une incidence après sur le jeu. Je pense pas quand même. Mais est-ce que
Resident Evil 4 serait pas non plus le premier Resident Evil où on a un système d'upgrade aussi simple d'armes. Oui. Je crois que c'est ça. Ouais. Oui. Et qui, même encore maintenant, est souvent utilisé pour d'autres jeux, etc. C'était pas le premier à le faire, mais c'est quand même le fait de l'avoir installé en même temps que le vendeur, justement, etc. Je trouve que c'est assez visible maintenant dans des jeux comme... Et il y a un autre côté gestion, du coup. Ce côté upgrade, justement, ça fait que tu vas... bien évidemment, les upgrades coûtent des pesetas, puisque tout se passe en Espagne. Précisons-le, d'ailleurs, le jeu est très vaste. Vous en avez au bas mot pour une bonne vingtaine d'heures de jeu. Si vous voulez tout faire à fond correctement, le jeu est vraiment long. Léon est un personnage personnellement que j'adore, même si mon chouchou absolu restera Albert Wesker, mais bon, même s'il a un nom qui me fait penser au 5e mousquetaire, mais ça c'est autre chose. Ça devrait pas être légal de péter la classe comme Albert Wesker, mais voilà, j'adore Léon qui dans sa catégorie est assez génial. Alors le scénario est assez... j'allais dire basique dans son ensemble, c'est-à-dire on a un côté américanisé, assumé, très fort, où on a donc Léon Kennedy, déjà rien que Léon Kennedy, on sent qu'on est drapeau étoilé. Léon Kennedy qui est envoyé donc dans un coin paumé d'Espagne pour récupérer la fille du président qui s'est fait enlever par une secte avec des pensées pas bien orthodoxes, qui essaye donc de mettre des parasites un peu de partout sur tout le monde, et l'enfer commence pour Léon qui va naviguer dans 3 ou 4 zones vraiment très très étendues jusqu'au boss final. Et du coup c'est vrai qu'on a ce côté américanisé avec notamment des passages bien flippants en termes de stress, je dirais, parce que quand vous commencez à jouer au jeu professionnel, ça commence à pas être la fête pour le joueur, parce que les ennemis sont mine de rien assez retors. Les ennemis de base c'est les paysans que vous avez entendu. C'est le pécor standard que qui vous avez t'insulte entendu. systématiquement, le et qui te pécor défonce. espagnol standard. Voilà. qui te défonce systématiquement. Après tu as les moines complètement starbés dans le château, puis les militaires tout aussi starbés, puis des mecs bizarres avec des tronçonneuses. Voilà, des mecs bizarres avec des tronçonneuses. Et enfin les Regeneradores. Voilà, ou Regenerators dans la version anglaise, c'est quand même plus court, quoique, qui sont parmi, à mon avis, les ennemis les plus flippants de l'histoire de cette saga, parce qu'ils font un bruit absolument dégueulasse. Voilà. Et surtout que la première fois que tu le croises, réflexe de survie élémentaire, tu blastes tes balles dessus jusqu'à te rendre compte avec horreur qu'il se régénère. D'où leur nom. Et qu'il faut récupérer un fusil à lunettes pour buter les parasites au pixel près, sinon tu ne les détruiras pas. Et j'avoue qu'il y a d'autres influences cinématographiques, puisqu'il y a une créature qui fait quand même furieusement penser à Alien, ou voire même à The Thing de Carpenter. Je pense il y a énormément d'influences cinématographiques. C'est très blockbuster, comme tu l'as dit, de toute façon. C'est assumé progressivement. Mais il y a aussi une influence Lovecraftienne évidente, non ? Exactement. D'ailleurs, tu nous as amené un petit quelque chose là-dessus. J'ai amené un bouquin de Lovecraft. Voilà, c'est Par-delà le mur du sommeil. C'est un recueil de nouvelles qui, moi, personnellement, me fait énormément penser, enfin, réciproquement, parce que bien sûr, Lovecraft était là avant. Mais vraiment, cette ambiance lourde, moite, poisseuse, cette ambiance de vieille ville européenne, un peu, maintenant on appellerait ça vaguement steampunk ou quelque chose comme ça, mais vraiment dans la fantaisie de base de Lovecraft. Moi je trouve qu'il y a énormément et puis cette peur immatérielle et le fait que certains des ennemis sont, mais on va dire dans l'évolution des jeux vidéo, deviennent des moines qui sont non-stop en train de raconter des psaumes, etc. C'est effrayant, et je trouve que vraiment il y a cette inspiration très religieuse aussi. Et puis même, toute la séquence du village, elle est exceptionnelle, où vous avez le choix ou non de vous barricader dans la baraque, ce qui fait débarquer un mec avec une tronçonneuse qui vous one-shot. Enfin, vraiment, il y a des idées. Puis ces pécores dont on parlait, tu vas avoir l'impression que c'est fini, tu les as laissés, puis tu vas y retourner après 4 heures de jeu, tu vas les retrouver dans une mine qui te balance des bâtons de dynamite. Enfin, il y a un côté western, enfin, c'est vraiment...
c'est vraiment un mélange d'influences qui, moi, personnellement, me rend complètement fan de ce jeu-là particulièrement. Et on l'a dit, il y a des séquences flippantes, notamment le système de QTE, donc les événements contextuels, où tu es obligé d'être très attentif, justement, où tu sais pas que ça va tomber dessus. Genre, par exemple, l'un des tout premiers, c'est quand vous êtes avec Louis, un collègue de la police qui s'est retrouvé là-dedans un peu parachuté dans tout ce bordel, et on apprendra plus tard qu'il bossait pour l'ennemi, mais qu'il a décidé de se ranger quand il s'est rendu compte que c'était le bordel. Et en fait, ils discutent, nous on est concentrés, et d'un coup t'as un paysan avec une hache qui arrive, et là si t'as pas compris qu'il fallait très vite appuyer sur le bouton qu'on te dit d'appuyer, tu te fais décapiter purement et simplement. Après, si t'as joué à la Dreamcast et que t'as joué à des jeux de Yu Suzuki, notamment Shenmue, Oui. t'es habitué au QTE. Certes, c'est vrai, j'avais oublié Shenmue, mais oui. c'est vrai, Moi, il faut non. quand même le... J'oublie jamais Shenmue. Ah ça reste aussi une légende dans sa catégorie, ça... Faudra Ça- faire une émission là-dessus. Ah oui, non, Si- c'est prévu. Si vous le faites, vous m'invitez. Vous êtes Effectivement. Oui, obligé. mais je pense que tu es bien en phase de devenir notre invité jeu vidéo guest, à mon avis. Oh, Il y a des chances, j'aime bien ça. n'est-ce pas? Ceci dit, Resident Evil 4, donc, Oui, exceptionnel, une révolution en soi. Resident Evil 5 et 6, voilà, parce qu'il faut en parler. Alors, se complique. ce qu'il y a, c'est que donc Resident Evil 5, je l'ai refait également en remake sur le PS4. Le 6, j'ai pas eu le courage parce que c'est quand même un sacré gangbang de bazar et que tu sais plus trop où t'en es. Tu kicks les zombies en deux coups de poing. le truc enfin, c'est que il y a deux jeux dans la saga que j'ai pas fini entièrement, C'est ça. dans les épisodes canon, on va dire, que j'ai pas fini, c'est le 5 et le 6. ouais. Ça en dit long. C'est les jeux qui sont... Le 5, en fait, a misé sur le succès du 4. Ouais. Ils ont sorti le jeu très vite après ça. Mm. Mikami était déjà parti fonder Platinum Games avec Atsushi Inaba. Donc c'est juste voguer sur la vague du succès de Resident Evil 4. Le gameplay est le même. Il y a une espèce de poids de l'influence de Resident Evil 4 qui fait qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Oui. C'est de plus en plus axé action. Après, tu l'as dit, donc il a été rapide à développer. Il est sorti en 2009, oui, tandis que le Mm. 4 est sorti en 2005. Donc Ouais. c'est relativement court, effectivement, comme développement. Il a effectivement un certain nombre de défauts, il faut pas se le cacher. On sent qu'on a essayé de faire du Mikami sans Mikami. Après, il introduit un côté coop qui peut être intéressant. Voilà. En fait, vous dirigez Chris Redfield et l'une de ses collaboratrices, donc Shiva Alomar, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, ouais. Je crois que c'est ça, où en fait vous enquêtez en Afrique. Il se trouve que l'ennemi principal c'est monsieur Wesker, Albert Wesker, qui est revenu D'entre les morts pour la 35e pour la fois. 35e fois. Il est habitué, il a un sa peu- carte. Un peu à la one again, effectivement. Mais je dirais que voilà, le 5 mise tout sur l'action et la peur n'est pas de mise. Dans le 4, même s'il y avait de l'action, la peur était toujours là. Il y avait quand même des séquences très Encore une fois, la flippantes. mise en scène de Mikami La fait tout mise le en reste. scène de Mikami, évidemment. Sur le 5, on l'a plus, et sur le 6, c'est encore pire, parce que c'est juste des épisodes différents avec différents personnages différents. Il y en a qui sont avec Chris qui sont 100% action, c'est-à-dire que tu mitrailles non-stop tout ce qui bouge. Voilà, il y en a d'autres qui sont un peu plus intéressantes, celle avec Léon Jake, Jake oui. est pas mal Ouais. aussi. Ouais. La campagne de Léon est pas mal. Et pas Surtout mal. que le personnage introduit de Jake est plutôt pas mal aussi Oui, dans on Ouais, va dire. ouais. Après, moi, c'est vrai que j'ai un peu de réserve par rapport au traitement qui est généralement fait à Resident Evil 5 et 6. C'est que moi, c'est ceux avec lesquels j'ai commencé. Ouais. Alors, je sais, on va me taper sur les doigts, etc. Non, mais tant Non, que tu en es venu au classique après. Bien sûr, c'est ceux avec lesquels j'ai commencé. Et en fait, faut savoir que moi, je jouais tout le temps avec ma sœur. Du coup, voilà. c'était un des rares jeux auxquels on pouvait jouer C'est en un jeu coop, pour la coop. qui proposait une vraie aventure Ouais. avec un début, une fin, où la coop était vraiment centrale. Oui, mais Voilà. justement, ce jeu en solo, il est frustrant au possible. Exactement, Parce je qu'il faut pense. penser à protéger le bot qui vous accompagne, qui a une gestion des munitions qui est quand même assez à la one again, faut dire ce qui est. Donc il faut gérer ses munitions, il faut gérer sa santé, parce qu'évidemment, si je... Alors, je dis pas qu'elle vous sort pas de la purée une fois de temps en temps, hein, quand même, il faut admettre... Bon, j'ai pas la prétention d'être un pro gamer, hein, j'ai tendance à mourir comme une merde plus souvent qu'à mon tour, hein, je me le cache absolument pas, mais c'est vrai que quand même, de temps à autre, on est content d'avoir Shiva avec soi. Mais ouais. Mais effectivement, tu l'as dit, je pense que c'est un jeu qui tire sa force de la coopération avec Exactement. un humain. Mais en fait, Mais même le 6, si on le prend avec énormément
moment de recul et vraiment pour ce qu'il est, c'est-à-dire un moment de fun décomplexé. C'est un jeu d'arcade. Oui, Voilà, c'est ça, c'est un jeu exactement. d'arcade. C'est un jeu d'arcade, ouais. Exactement. C'est le jeu de la Discord d'ailleurs, puisque c'est vraiment il est responsable de la fraction des fans historiques de la saga, ceux qui sont là depuis Resident Evil 1, comme c'était par exemple mon cas, et des nouveaux venus, justement comme toi. Ouais, comme... Et justement, il a fait un carton parmi les nouveaux. C'est le plus gros succès de la franchise, mais le fait qu'il soit très orienté arcade et action, qu'il soit très loin de l'ambiance horrifique du début, a fait qu'on a eu un schisme qui s'est opéré dans la fanbase de la saga. Ah mais parce que sur le 5 et le 6, il n'y a absolument rien qui fait peur. Non. Oui, c'est ça. La peur n'est plus là, c'est ça qui est Et finalement, on se retrouve qu'avec des trucs très frustrants. Encore une fois, je l'ai dit, je ne me considère pas comme un grand joueur, mais il y a franchement des scènes, moi, qui m'ont posé de réelles difficultés. Je pense notamment à une scène proche de la fin où tu affrontes une énorme pieuvre. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a tellement de tentacules dans le jeu que tu te demandes si c'est pas un porno japonais, mais enfin bon, ça c'est fait. Mais non, mais justement, tu gères en fait un énorme canon laser parce que le truc a des proportions tellement gigantesque que tu dois le buter par satellite, limite le machin. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que tu dois prendre le temps de charger le canon, viser. Mais le truc, c'est que les tentacules bougent évidemment dans tous les sens. Donc quand tu dois rester sur un point fixe pour que le laser se charge, je te dis pas comme c'est frustrant parfois. Et donc du coup, tu t'y reprends à 4-5 fois pour arriver à taper ton truc, d'autant que le combat est très long. Après voilà, on peut effectivement lui trouver des qualités, ça y a pas de problème, mais encore une fois, je pense que c'est un jeu à faire avec un copain. Moi, je pense que c'est un jeu aussi à séparer de la timeline de Resident Evil. Oui, certainement. C'est-à-dire que pour moi, je les considère même pas comme des Resident Evil. Par exemple, là, il y a eu des spin-offs qui ont été réalisés très récemment. Donc, c'est Resident Evil Revelation 1 et 2. Et moi, j'ai fait le 2 qui aussi est en coop, mais qui permet en fait encore une fois, ces deux personnages qui sont pas sur le même pied d'égalité, qui ont justement, par exemple, on joue avec Natalia qui est une toute petite fille qui, elle, ne peut pas se battre, elle peut juste attraper des briques avec ses petits doigts et s'en servir pour attirer l'attention, etc. Et Barry qui est lui le grand... le tank. Le tank. Voilà. Le tank. Et du coup, c'est génial quand on joue à deux de dire, bon, bah toi tu fais ci, toi tu fais ça. Et du coup, ça a beaucoup plus de légitimité dans l'approche de la coop. Parce que du coup, tu mets en place une stratégie. Et là, pareil, il y a quand même un détail sur Resident Evil 5 qui est à prendre en compte, c'est que le côté, déjà, le côté sauvegarde, c'est le disque dur de votre console qui s'en charge, donc il n'y a même pas de question à se poser. Et surtout, vous pouvez faire repopper à l'infini les trésors, par exemple. Donc le fric n'est même plus un problème, si vous voulez. Donc vous pouvez vous blinder en armes comme un... Alors, soit vous pouvez jouer traditionnel et prendre les armes comme elles viennent, soit vous pouvez vous servir d'une mécanique de jeu inclus dans le jeu lui-même. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est de la triche ? Est-ce qu'on peut dire que c'est pas tout simplement exploiter on va dire une particularité du gameplay, disons, pour vous blinder comme un sac en munitions et autres améliorations d'armes. Après, voilà, tout dépend comment vous voulez jouer. Chose à noter aussi, dans les derniers épisodes, les énigmes deviennent anecdotiques. Oui, ah c'est oui, vrai, complètement. Ah oui. D'ailleurs, est-ce qu'il y a vraiment des énigmes dans le 5 ? Je me rappelle même plus. Très très vaguement à base de laser. Ah, mais alors, faut vraiment les chercher. De laser et de levier. On peut faire ça, tandis que dans les premiers, tu passais pas sans avoir résolu l'énigme. Je crois que même le 6, il n'y en a absolument aucune. Il me semble qu'il n'y en ait pas. Et même dans le 4, vous vous rappelez de ce passage absolument mythique où vous dirigez Ashley. Ashley qui, par définition, est le cliché de la blondinette frêle qui... Insupportable. Tout le temps en train de brailler. Voilà, tout le temps en train de brailler. D'ailleurs, il faut savoir que l'une des caractéristiques principales des ennemis du jeu va être d'essayer d'enlever Ashley et qu'il va falloir parfois la tirer des griffes d'un zombie en tirant sur le zombie. Et que, croyez-moi, quand elle passe son temps à brailler Leon, c'est horrible. Tellement... Oui, je sais, je l'imite magnifiquement. Ouais. On dirait une blonde. c'est beaucoup de travail, tu sais. Et donc, ça devient très crispant quand vous stressez et qu'il faut la récupérer, d'autant que elle peut se prendre une balle aussi, elle peut mourir. Hein. C'est mérité dans ces cas-là.
Après, bon, Chiant. chacun juge. Mais voilà, toujours est-il qu'il y a un côté énigme avec un passage particulier où vous dirigez Ashley pour résoudre certaines énigmes et justement aller récupérer Léon. Et ça, c'est quand même très intéressant au niveau du gameplay. Voilà. À noter aussi des nouvelles tenues qui apparaissent dans Resident Evil 4. C'est vrai, Ce notamment. qui permet à Ashley d'avoir une tenue encore d'une plus grande poufiasserie Oui, et à Léon de récupérer son uniforme de flic de Raccoon City. de Raccoon City. On rappelle qu'il est resté un jour flic à Raccoon City, Ouais. puisque le bordel a commencé quand il était. Mais en train de- après, il a eu une belle avancée de carrière parce que je crois que dans le 6, il est bras droit du président ou quelque chose comme ça. Oui, je crois bien Mhm. qu'il y a une petite continuité, un petit clin Il s'est d'œil. tapé C'est sa sympa fille, pour du un coup. jour. Oui, d'ailleurs, Ashley lui fait remarquer de façon très subtile à la fin du jeu qu'il pourrait faire des heures supplémentaires. Voilà. C'est la première fois que j'ai entendu ça, j'ai dit mais what, la fille elle doit avoir 17 ans, mais non, il y a pas de problème. elle- J'aurais donné 14 ans à tout. Le à toute Japon. l'équipe. Ouais. c'est ça, Japan. Sur ce cliché tout à fait tolérant, nous allons marquer une deuxième petite pause musicale parce que le temps file comme d'habitude, avec toujours thématique Lover of the Bayou de Mudcrutch. À tout à l'heure. Catfish pie in a green bag. I'm the lover of the bayou. At your doorstep with a halfway rack. I'm the lover of the bayou. I was raised and swam with a crocodile. Snake eye taught me the mojo style. Sucked and weaned on chicken bar. I'm the lover of the bayou. I learned the key to the master lock. Learned to float in the water cloud. Learned to capture the lightning shot. I'm the lover of the bayou. I got cats and teeth and hair for sale. I'm the lover of the bayou. And there are zombies on your tail. I'm the lover of the bayou. Yeah. I cooked a bat in a gumbo pan. Drank the blood from a rusty can. Turned me into the hunger man. I'm the lover of the bayou, yeah.
How I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. When the blazing sun is gone, when the nothing shines up. Vous êtes toujours sur le 90.8 Campus Grenoble pour Pop en Stock France et j'ai envie de dire, si vous avez subitement envie d'aller aux toilettes, c'est normal. Quand vous serez couché, pensez à cette musique ce soir. Bonne nuit les petits. Eh oui, en fait vous avez entendu la cinématique d'intro de Dead Space, un jeu qui moi m'a marqué à vie et qui était mais exceptionnel dans sa conception et au niveau du flip. Je me suis jamais fait autant de jumpscare et de peur panique que dans ce jeu. Encore que Jonathan pourrait nous parler d'Alien Isolation. Oui, ou pas d'ailleurs. ou pas d'ailleurs. Il fait nuit, j'ai pas envie. Mais vous l'avez compris, nous allons tous trois maintenant partir sur... Alors déjà, il faut évoquer Resident Evil 7 et la transition au niveau des zombies aussi. Ouais. Tu vas nous en parler Jonathan, et nous allons partir sur donc l'héritage des Resident Evil-like et de ce que Resident Evil a amené dans son sillage, avec souvent des excellents jeux. Je te laisse partir Jonathan, et puis après Fanny, on discutera. Disons que Resident Evil 7 c'est déjà un post-Resident Evil dans un sens par rapport à l'héritage de la saga, parce qu'il change complètement de perspective. On a une réelle évolution en termes de gameplay, évidemment, puisque le jeu est pensé pour la réalité virtuelle. On passe donc en vue subjective, ce qui est une première en 20 ans de gameplay, c'est traditionnel, mais surtout en termes d'ambiance, puisque on avait progressivement abandonné l'utilisation du zombie tel qu'il est traditionnellement associé à la saga depuis quelques années, à savoir le zombie à la George Romero. Déjà dans Resident Evil 4, on l'a dit avec les Espagnols, on n'était plus sur des morts revenant à la vie, mais sur des humains contrôlés par un parasite. Et c'est une évolution qui n'est pas anecdotique. Le zombie, on le sait, il a une portée philosophique fondamentale qui remet en question notre rapport au vivant, mais qui a aussi une valeur socio-économique particulière. Et là, en fait, dans Resident Evil 4, l'idée qu'on passe donc sur des ganados, c'est non plus sur des morts vivants, nous en dit long sur le contrôle des masses populaires par une classe de privilégiés, puisqu'ils sont soumis à une caste et à un culte qui les dirige dans le village. Donc, dans Resident Evil 7, on change radicalement de perspective encore une fois, puisqu'après 20 ans à avoir joué avec la figure du zombie, un genre en soi, les développeurs empruntent cette fois les spécificités d'un autre genre cinématographique qui est le hillbilly horror, en gros l'horreur chez les bouseux ayant élu Trump et qui boivent de l'alcool frelaté avec un X sur la jarre. Et donc on voyait notamment dans Massacre à la tronçonneuse, film qui est très clairement l'inspiration la plus évidente de Resident Evil 7 en termes de mise en scène, en termes de film de redneck finalement. Exactement, ouais. Voilà, on est sur quelque chose de radicalement différent. C'est même à se demander si c'est vraiment un Resident Evil. Il y a vraiment quelques éléments ici par là dans le décor qui nous rappellent l'intrigue du truc, mais c'est très très secondaire. Alors justement, je vous l'avoue, honte soit sur moi, hein, je n'ai pas pris le temps encore. Bon, il est sorti récemment. Il est sorti récemment, hein, mais je pense que je me le ferai, ne serait-ce que pour redécouvrir ce côté de peur qui, on l'a dit, c'est quand même à estomper dans les derniers épisodes récents. Alors je crois Fanny que tu y as également joué. Oui, c'est ça. Jonathan, tu l'as même testé en VR. Oui. Alors est-ce que vous pouvez tous les deux rapporter votre expérience là-dessus justement moi je pense que ça va être assez vite fait puisque je l'ai pas fait en VR, mais je l'ai fait traditionnellement, on va dire. Tradition, ouais. Et moi je l'ai trouvé très bon. C'est assez difficile de se le représenter en tant que Resident Evil, justement, comme on disait, parce que justement il y a plus ce rapport aux morts vivants, aux zombies même, et que avant on avait une image de l'Amérique, enfin, ou de l'américanisation très très japonaise, très grandiloquente, très Hans Zimmer, très Michael Bay, très explosion, tout ça. Et là, on revient sur quelque chose de beaucoup plus viscéral. Moi, c'est vraiment à différents niveaux, puisque même des viscères, tu vas pouvoir en voir partout dans cette maison. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement ce retour au huis clos, ce retour à l'aller-retour entre deux endroits, aller chercher ci, aller chercher ça, aller mettre dans la caisse principale tel truc parce qu'on peut pas les porter, etc. Moi, j'ai beaucoup aimé ce mode-là. J'ai mis quelques réserves sur la partie avec Lucas, qui, ceux qui ont joué voient à peu près de quoi je parle. C'est un peu plus d'inspiration Saw, et je pense que c'était pas hyper pertinent. Après, c'était agréable à jouer. Oui. Donc voilà, après moi c'est vrai que je vois aussi les jeux très globalement dans un cadre narratif, et là je trouvais que c'était pas non plus hyper nécessaire, surtout que
au sein du jeu, on peut interagir avec d'autres moments de l'histoire Via des cassettes. Et là, c'est pas hyper pertinent non plus. Pas tout le temps, non. Parce que ce qu'ils n'ont pas compris, en fait, c'est que c'est super avec cette idée de found footage, donc de métrage retrouvé. Donc c'est super de se dire youpi, ça fait un petit peu penser à Blair Witch, etc. Sauf que des enregistrements en vidéo présupposent une caméra et c'est pas toujours très bien géré ça. Bon après, ça reste quand même très, très tolérable. C'est vrai que je suis d'accord avec toi sur le concept justement qu'il y a des parties du jeu qui sont plus agréables que d'autres. Moi j'ai trouvé que très clairement la meilleure partie du jeu, c'est la première partie quand on est dans la maison. Oui, elle est excellente. Où on est chassé par les différents membres de cette famille de dégénérés. À partir du moment où on sort de là, on se retrouve avec des scènes dans une espèce c'est un avion ou je sais plus, un bateau échoué, un sous-marin. Avec on a des grosses armes, on se promène dans le truc, on a des mines, on a des trucs. En fait, ça devient très répétitif, très long, très lent et assez rébarbatif. Mais toute cette première séquence, d'ailleurs toute la promotion du jeu a été faite sur cette première partie du jeu, et pour moi injouable en réalité virtuelle. Elle est tellement terrifiante déjà comme ça. Moi j'ai testé la réalité virtuelle sur The Kitchen, qui est la démo technique de Resident Evil 7 avec le casque, et je l'ai arraché au bout d'1 minute et demie. C'est malsain au possible, c'est dégueulasse. Voilà, j'ai pas tenu très longtemps, mais le fait est que je pense que et c'était assez propre, The Kitchen, par rapport à la suite du jeu. Au bout de 5 minutes de jeu, vous vous retrouvez avec une main en moins, on vous coupe des piotes si vous faites n'importe quoi, après on vous la recolle avec des espèces de sérum qui est dans le jeu. C'est le nouveau truc, en fait. On vous coupe les organes des bras, des jambes, des trucs, et en fait on peut les recoller grâce à une espèce de jus on sait pas. On sait pas trop ce que c'est, enfin c'est dégueulasse. Et voilà, il y a des trucs super malsains qui se passent, et c'est vrai que là on retrouve une ambiance qui est géniale, mais qui n'est pas une ambiance Resident Evil. C'est une ambiance horrifique. Exactement. Parfaite, mais c'est vrai qu'on est tellement loin des codes du jeu Resident Evil qu'on a du mal à s'identifier à ça. Mais ce qui est super étrange avec Resident Evil 7, c'est que on a une approche plus américanisée, mais on va dire américanisée profonde, plus. Mais par contre, je trouve que l'horreur est de style japonais. Donc on a des histoires de possession, on a des histoires de petites filles, etc. À la fin, donc je vais pas spoiler bien sûr, mais les révélations qu'on a sur la fin nous mettent mal à l'aise sur le début du jeu. Et ça, moi, ça me rappelle énormément les jeux japonais type Project Zero, type Silent Hill aussi. Et par contre, le moment dans le bateau, moi, j'ai trouvé complètement inutile, j'ai pris absolument aucun plaisir en termes de gameplay, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça apporte des explications sur justement cette petite fille. C'est vrai. Et sur ce sérum. Mais du coup, c'est énormément de jeux en fait assez pénibles pour des informations qui sont super importantes, mais qu'on aurait pu obtenir différemment. Et plus ludiquement, on va dire. Ça n'existe pas, mais je dis quand même. Donc bilan finalement de ce Resident Evil 7, ce serait un retour à l'angoisse, à une réelle forme d'angoisse qui avait peut-être disparu précédemment, et une prise de risque peut-être assumée aussi. Mais je pense qu'il y avait besoin, vu la direction qui avait été prise sur le 5 et le 6, on ne pouvait plus continuer comme ça. Je pense qu'ils s'en sont bien rendus compte. Il fallait un retour radical à quelque chose de différent, et la réalité virtuelle l'a permis, la technologie l'a permis. Vous vous rendez compte que vu le gameplay qu'on avait dans Resident Evil 1, en 20 ans, l'évolution qu'on a eue, on est passé sur de la réalité virtuelle, c'est quand même assez exceptionnel. Effectivement, il ne faut pas oublier que c'est une saga qui a la vingtaine bien tassée, quoi. C'est quand même assez incroyable de l'avoir connue dès le début finalement. Et justement, c'est l'occasion de parler des héritages un petit peu de cette saga, plus ou moins assumés, plus ou moins avoués, mais des héritages. Notamment, tu es également joueuse, Fanny, de Silent Hill. Ah, joueuse, c'est un petit terme. Sorti en 99. Hardcore gameuse, oui. Non, peut-être pas, parce que c'est impossible de scorer sur Silent Hill, mais c'est vraiment des jeux et des univers qui, moi, me fascinent et
je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment, j'ai un attrait pour ce genre de peur, c'est-à-dire de la peur de l'angoisse, de la peur on va dire environnementale, de la peur de pas savoir vraiment si on est au bon endroit, si La peur de la peur elle-même, finalement. Oui, voilà, c'est ça. C'est la peur C'est dans Silent exactement ça. Hill des lieux communs, en fait. C'est l'inquiétante étrangeté. Moi, j'ai un souvenir de Silent Hill 3, donc où on joue Heather, qui est la fille du personnage du premier Silent Hill, et on est dans une salle où il y a un miroir en face de nous, et on se dit bon bah il y a rien à faire dans cette salle. Et si on reste quelques secondes en face de ce miroir, et ben on se rend compte que petit à petit le monde dans le miroir devient alternatif, donc c'est-à-dire avec des cendres qui s'envolent et c'est des détails qu'on peut ne pas remarquer très facilement, mais c'est des détails qui, quand on les remarque, te font hyper peur, quoi. Ouais. Et on l'a dit dans cette émission, c'est finalement des jeux qui vous obligent à ouvrir les yeux et à être attentif aux mécaniques, et mécaniques parfois inconscientes que l'imaginaire a ancrées en nous, que le cinéma a ancrées en nous, d'horreur ou d'autres styles, et des choses auxquelles nous sommes réceptifs sans forcément nous en rendre compte. Parce que Silent Hill, c'est justement le genre de jeu où, en fait, où tu projettes tes propres peurs et tes propres angoisses. Exactement. Et c'est même tout le pitch des histoires qui sont... Les scénarios, eux, sont tournés vers une peur intérieure, vers un ennemi intérieur, vers un ennemi psychologique, et qui est du coup le personnage lui-même qui crée... plus ou moins, ça dépend des épisodes de la série, mais qui crée aussi ses propres némésis, ses propres ennemis, quoi. Et je trouve que c'est tellement fort comme ça. Et c'est vrai que Silent Hill a énormément suivi la courbe de progression aussi de Resident Evil. Ouais. D'ailleurs, ça se demandait si le Silent Hill de Hideo Kojima et Guillermo del Toro avaient vu le jour. Ça, en comparaison avec Resident Evil 7, tu vois, j'aurais été curieux de voir les différences entre les deux. Rien que la démo qui est disponible. Silent Hills Pity. Ouais. Et juste, oui, je pense pas qu'il aurait été jouable par beaucoup de gens. Non, mais c'était, c'est un peu comme si on mélangeait mes deux héros, tu vois. Et du coup, c'était vraiment un projet qui avait de très bonnes idées. Après, est-ce que ce sera continué quand même ou pas, on ne sait pas encore. Selon Del Toro, c'est mort, mais bon, c'est... Oui, mais moi, j'y crois jamais. encore. Oui, il faut, mais bon, ça va être compliqué. Ceci dit, c'est vrai que c'est ce genre de jeu qui ont hérité de beaucoup de choses, parce que c'est vrai que Resident Evil a ouvert les portes, finalement, dans le monde du jeu vidéo, à ce genre de mécanisme de jeu et de peur. Et de jeux pour adultes aussi. Oui. Quelque part. C'est ça. Et justement, vous savez, si vous êtes des fidèles de l'émission, que le tout premier épisode a été consacré au travail de Guillermo del Toro. Il est donc très logique qu'un jour, Hideo Kojima va avoir son Pop en Stock France. D'autant que je suis retombé dans la saga des Metal Gear Solid. Et je pense que, bon, fatalement, il va falloir en parler. C'est évident. Mais effectivement, jeu d'ambiance, jeu qui a sa propre identité pour Silent Hill. Et moi, j'aimerais quand même qu'on évoque dans cette émission une saga de jeux, ou notamment un jeu, voire même deux, le troisième étant beaucoup plus action encore une fois, c'est Dead Space. Dead Space qui, moi, m'a collé des miquettes, mais alors viscérales, parce que le pitch, nous sommes dans un survival, mais dans l'espace, dans un vaisseau. En fait, à la base, vous êtes donc Isaac, un ingénieur, vous êtes juste un ingénieur avec votre zizi et votre couteau, qui va, et c'est le cas de le dire, puisque tout le but du jeu est justement de taillader les ennemis en tranches, et en fait, vous allez vous retrouver dans un micmac pas possible, envoyé pour de la maintenance sur une station spatiale, où vous allez vous rendre compte qu'il s'est passé des trucs absolument gore, avec des bestioles qui sont pas moins gore. Donc, du coup, je me rappelle que l'un des slogans du jeu, c'était « Dans l'espace, personne ne vous entendra crier ». Et comment vous dire, en effet, parce que ce jeu c'est déjà le cas d'Alien. Oui, complètement. D'ailleurs, à mon avis, c'est clair, la référence est claire. Entre c'est The Thing dans l'espace et Alien conjugué. De toute façon, c'est clairement assumé. C'est très cinématographique aussi. Et d'ailleurs, ce jeu a quand même des séquences de gameplay qui sont exceptionnelles, notamment les jeux sur les silences. Car je le rappelle, c'est pas pour faire chier J. Abrams que l'espace, par définition, c'est quand même un lieu
où tu n'as aucun bruit. Voilà. Et parfois, il Chose qu'Alfonso Cuarón a compris. Voilà. Même si les sabres laser c'est cool, je rappelle quand même que dans l'espace, normalement il n'y a pas de bruit. Mais bon, bref, toujours est-il que précisément ce principe-là est une mécanique de gameplay dans Dead Space, et il y a des séquences qui sont non seulement en apesanteur, mais également dans un silence total ou quasiment total, ce qui fait que vous ne voyez pas le danger vous arriver en pleine tronche. Et je me rappelle notamment, je crois que c'est dans Dead Space 2, où il y a une scène, d'ailleurs le jeu avait fait quasiment toute sa promo là-dessus, où vous êtes menacé d'être balancé dans le vide sidéral et le personnage se retrouve à s'accrocher petit à petit pour essayer de remonter, d'aller fermer le sas de décompression, et c'est cinématographique au possible, et c'est vraiment en termes de taux d'adrénaline assez incroyable, parce que vous vous trouvez typiquement dans ce type de jeu à écouter vos propres pas résonner, ne sachant pas ce qui va vous tomber dessus sur le prochain sas. Il y a des créatures qui sont dégueulasses, des espèces de facehuggers qui vous sautent dessus avec des têtes de bébés, c'est absolument immonde. Et chose à noter aussi très intéressante et du coup très immersive, c'est qu'il n'y a quasiment aucune interface extérieure, il n'y a aucune interface de jeu, c'est-à-dire la barre de vie est sur votre colonne vertébrale. Vous voyez votre personnage de dos comme Léon dans Resident Evil 4, et en fait vous voyez votre barre de vie se remplir ou baisser petit à petit, et l'inventaire c'est un écran informatique que vous pouvez toucher, mais voilà, le jeu est très basique sur ce point en termes d'interface, ce qui renforce le côté immersif, je trouve. Et ce que Dead Space fait très bien aussi, c'est le fait de prendre un héros complètement un monsieur tout le monde, oui, et de le mettre dans des... Enfin, du coup, tout est justifié dans Dead Space. Par exemple, il utilise un cutter plasma. Ouais. C'est l'outil de travail de technicien et d'ingénieur. Et il arrive à pirater des choses. Et pour une fois, c'est justifié. Oui, parce il que pirate c'est un ingé. parce que c'est un ingé. Voilà. Et encore une fois, le lien avec l'œuvre de Lovecraft est assez visible dans Dead Space avec ce monolithe. Et c'est encore une fois cette secte qui, d'après moi, est largement la plus terrifiante de tout le jeu. J'avais aucun problème avec les nécromorphes, mais alors dès que tu me mettais la petite musique qu'on a entendue dans les appartements occupés par cette secte, là c'est mort. Parce que bien évidemment, vous vous doutez bien que le massacre qui a lieu sur le vaisseau ne s'est pas fait tout seul, et le pauvre Isaac va devoir enquêter là-dessus. J'ai d'ailleurs souvenir d'une séquence pareille qui est totalement thriller, totalement space opéra, mais où vous devez gérer par exemple des astéroïdes qui vous arrivent dessus et les shooter au canon laser dans le vaisseau, et le vaisseau est progressivement détruit par les astéroïdes, et si vous ne parvenez pas à casser suffisamment de rocailles, vous crevez quoi. Donc il y a des séquences aussi où les pièces se ferment et où vous avez des invasions de monstres qui vous sautent dessus dans tous les sens. Il faut arriver à gérer, c'est stressant. Vous comptez vos munitions. Enfin voilà, il y a vraiment un aspect adrénaline dans ce jeu. Ils ont un peu abusé là-dessus sur les arènes, sur le 2, mais surtout sur le 3, et qui du coup baisse un petit peu le niveau de peur, parce qu'on se dit c'est fermé, c'est une arène, je prends mon mal en patience et puis c'est bon. Oui, le 3, il y a vraiment un côté action qui encore une fois pénalise un peu le côté angoisse qu'on pouvait avoir. Le 2 est vraiment dans la mouvance là-dessus. Le 2 est vraiment excellent aussi dans sa catégorie, c'est vraiment bon, d'autant que je crois que dans le 2 Isaac parle, ce qui n'était pas le cas dans le 1. C'est vrai, c'est d'ailleurs très surprenant, mais encore une fois très immersif, d'avoir un personnage totalement silencieux, comme si en fait la pensée et la parole étaient celles du joueur finalement, de l'autre côté de sa manette, qui vit un peu le bordel en même temps et qui se demande ce qui se passe. Et surtout que dans le 2, on a aussi l'arrivée donc de sa femme comme on va dire comme sujet d'épouvante, qui moi j'ai des souvenirs dans des ascenseurs, c'est vraiment le jumpscare pur et dur, c'est-à-dire qu'elle vient en grésillant d'un coup, et c'est pas qu'elle fait, elle est pas spécialement effrayante en elle, mais c'est son arrivée qui ouf. C'est ça. C'est de l'ambiance comme ces jeux savent en faire. T'avais testé toi Dead Space Le premier, le premier. T'en retires à peu près les mêmes sensations. Ah oui, c'était flippant au possible. Bon,
Quoique, pas autant qu'Alien Isolation pour moi, mais enfin, c'est personnel. C'est vrai qu'effectivement, tu m'as montré les séquences les plus terrifiantes, justement, avec l'alien. Il y avait de quoi se faire pipi dessus aussi. Hein. J'avoue que waouh. Et bien, sur ces bonnes paroles, j'ai envie de dire, on a déjà bien carburé au long de cette émission. Peut-être quelque chose à rajouter, Fanny, si tu... Je voulais juste, du coup, parler très très rapidement de The Evil Within. Oui, oh pardon, oui, exact, oui, tout à fait. Oui. En plus, on l'avait évoqué lors de la préparation, en effet. Il faut en parler, tu as raison. Qui est du coup le jeu de Shinji Mikami, oui. qui est ressorti, donc qui est sorti dernièrement l'an passé ou il y a 2 ans, 2 ans je crois. 2 ans je crois. Ouais. Voilà, et qui pour lui est le digne héritier de Resident Evil et qui donc en fait le pitch de base, l'histoire, c'est Sébastien Castellanos qui est donc un policier. Non, merci. Des traces d'éti, imbécile. Je suis espagnole de temps en temps. Qui du coup va se rendre dans un sanatorium abandonné et qui va se retrouver face à ses cauchemars. Je pense qu'on peut le dire, plus ou moins. Ça va être une épopée entre rêve, cauchemar, réalité et avec une fin comme Silent Hill sait les faire, c'est-à-dire qu'il faut que tu ailles sur Internet et taper interprétation, Devil Within et trouver 40 personnes qui l'ont tout interprété de différentes façons, et c'est ça qui est sympa aussi, c'est que et puis on sent dans ce jeu que Mikami s'est vraiment fait plaisir. Je sais pas comment l'expliquer vraiment pour les auditeurs, etc., mais si on y a joué, on sent que Mikami a vraiment mis du cœur à l'ouvrage. Comme toujours. Comme toujours. Oui, et finalement, peut-être que le meilleur moyen de la tester, c'est encore de vous laisser tenter par l'expérience et d'aller tester ça, The Evil Within, d'autant que maintenant, il ne doit plus coûter grand-chose. Non, c'est ce que j'allais dire. Il est sorti il y a déjà un petit moment. Et si vous n'avez jamais testé Resident Evil, si vous ne vous êtes jamais jeté sur cette saga, profitez-en, sachant que si vous êtes un habitué des Call of et autres, les mécanismes de gameplay vont vous surprendre peut-être. Surtout les vieux. Vous allez peut-être crever 1 ou 2 fois avant de comprendre qu'il ne faut pas spammer vos balles sur le premier ennemi que vous... Enfin, sur tous les ennemis plutôt que vous croisez. Eh bien, ça me semble être une assez bonne conclusion, ou pas d'ailleurs, en tous les cas une conclusion, qui nous permet de finir cette émission Resident Evil. Je ne cacherai pas le plaisir que j'ai eu, que nous avons eu d'ailleurs, de t'avoir avec nous. C'était vraiment super constructif. J'ai vraiment beaucoup aimé venir, c'est très sympa. Voilà, et à mon avis, c'est pas la première collaboration que nous faisons ensemble. La dernière, oui. La dernière, oui. Pour le coup, c'est la première. Tout va bien, je suis déjà approché dans le temps, moi, tout va bien. Ce n'est pas effectivement, espérons-le, la dernière collaboration que nous faisons ensemble. Tu gagnes ton billet retour quand tu veux dans cette émission. Comme d'habitude, vous savez que les invités nous reviennent parfois. Et sauf certains qu'on aime moins. Voilà. Et est-ce que j'ai le droit à un dictionnaire Larousse pour ma participation, comme à question pour un champion? Écoute, on peut s'arranger. On peut s'arranger pour ça me va. Je reviendrai alors. Un poche, c'est bien. Parce qu'on a peu de moyens ici. Enfin bref. Bon, écoutez, on va se laisser sur une musique qui est d'actualité. On va pas se perdre en commentaires et en conjectures. Disons que nous ne sommes pas spécialement satisfaits des options qui nous sont offertes. Non, voilà. Pour résumer simplement, disons qu'on a envie de cracher à la gueule de 20% des Français. Voilà, bref, en tous les cas, ça pue la merde. Enfin bref, donc nous allons l'exprimer dans une chanson de Gauvincer qui s'appelle Hénin Beaumont. Gardez espoir, gardez quand même la pêche, restez avec nous, écoutez de la pop culture, ça fait du bien, ça détend. On se revoit le mois prochain, les amis. Allez, salut. Salut à tous. J'habite ici depuis 30 ans, comme mes parents et puis les leurs, ceux qui ramenaient de la mine d'antan, un peu de charbon dans leur sueur. Je viens du nord de l'Hexagone, on est dimanche, il est 20h. C'est ma terre depuis que je suis môme, mais là j'ai honte d'y être facteur. Elle avait pourtant un beau nom, ma commune d'Hénin-Beaumont.
mais vu la haine dans ses suffrages, moi je déménage. Elle avait pourtant un beau nom, ma commune des nains Beaumont, mais vu la haine dans ses suffrages, je déménage. Je déménage. Sous la terre de l'hécatombe, je pense à mon grand-père enterré. Il doit se retourner dans sa tombe, lui qui peut plus déménager. Je préfère qu'il reste dans le noir, comme l'étaient ses ongles à la mine. Et je suis pas sûr qu'il voudrait voir le nom de famille que porte Marine. Elle avait pourtant un beau nom, ma commune des nains Beaumont, mais vu la haine dans le voisinage, moi je déménage. Elle avait pourtant un beau nom, ma commune des nains Beaumont, mais vu la haine dans le voisinage, je déménage. Je déménage.